OK. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à cette troisième séance de la consultation ciblée sur le projet de désignation de réserve de biodiversité d'Anticosti. Alors, mon discours d'ouverture va être un petit peu plus rapide parce que vous l'avez déjà entendu 2 fois. Donc, juste pour vous rappeler que le registre est ouvert et vous pouvez dès maintenant vous y inscrire pour venir poser vos questions. Et les gens sont appelés selon l'ordre de leur inscription. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire part de vos commentaires, de vos préoccupations, de vos suggestions. Évidemment, il y a un droit de rectification qui vous est ouvert. Et pour vous prévaloir de ce droit, vous avez juste à aller à la table à l'arrière. Donc, je crois que la personne qui était inscrite au registre n'est pas arrivée. Très bien. Donc, on va poser des questions. Est-ce que tu veux débuter, M. Morissette, ou vous voulez que je commence? Je vous laisse la parole, Madame. Vous me laissez la parole. Très bien. Je voulais comprendre un petit peu, il y a eu la loi sur la conservation du patrimoine naturel a été modifiée. Donc, avant, il y avait un plan de conservation dans lequel se retrouvait le régime d'activité. Maintenant, ça va être fait par règlement. Qu'est-ce que ça signifie comme changement maintenant que ça soit fait par règlement? Oui. Madame Tremblay? Au Tremblay MESCC. Je vais céder la parole à Dominique Boisjoli. En fait, le règlement n'est pas encore adopté, donc il est difficile de prévoir là, quel sera le résultat final, mais dans ce qu'on connaît, dans ce qui est proposé jusqu'à maintenant, c'est essentiellement la portion qu'on retrouve dans le plan de conservation, la portion du régime des activités qui serait reconduite d'une façon modernisée, mais selon les mêmes principes, selon le même... Le tableau du régime des activités que je vous ai présenté, on respecterait là, essentiellement ce qui est dans ce tableau-là. Donc, s'il y avait des modifications à faire au régime d'activité, juste nous expliquer comment ça se passait avant dans le cadre d'un plan de conservation, maintenant dans le cadre d'un règlement. Bien, en fait, le plan de conservation, auparavant, faisait office de règlement. Donc, pour procéder à une modification du plan de conservation ou du régime d'activité qui était afférent, il fallait procéder par décret au Conseil des ministres. Okay. Alors que dorénavant, toute modification au plan de conservation va être administrative, donc n'a pas besoin, là, par exemple, si on découvre une nouvelle espèce d'oiseau, ça n'engendre pas une modification réglementaire, mais on peut modifier le plan de conservation pour faire état de cette nouvelle connaissance-là. Par contre, s'il y a une modification réglementaire, là, il va falloir qu'il y ait un projet de règlement qui soit adopté par décret au Conseil des ministres. Donc, c'est uniquement, on vient séparer la portion informative du plan de conservation de la portion réglementaire. Parfait. Maintenant, en termes d'harmonisation, parce que là, on a 2 territoires qui sont sous juridiction de 2 lois différentes, avec des activités ou un régime d'activité ou de contrôle des activités qui émanent de règlements et de lois différentes. Comment est-ce que vous pouvez harmoniser? Bien, déjà, le fait que les 2 territoires soient des aires protégées, donc inscrits au registre des aires protégées, les 2 territoires ont l'objectif premier, la conservation de la nature, y inclut là, la géodiversité. Donc, déjà, la gestion de ces territoires-là est de facto un peu harmonisée. Sinon, c'est le comité de coordination qui aura le rôle de procéder justement à l'harmonisation. C'était une demande, comme Jessie en a parlé là, cet après-midi. Parc Canada nous a expressément demandé qu'il y ait une structure d'harmonisation entre les statuts de conservation. Hier, il y a eu une intervention d'une participante là, qui est venue nous manifester son désir de ne pas permettre la récolte de fossiles. Quelle est la distinction sur le territoire de la réserve de biodiversité comparativement à celui du parc national? Ce qu'on vous a présenté hier, c'était le régime d'activité de la réserve de biodiversité, dans lequel la cueillette de 5 fossiles isolés était possible. Pour ce qui est du parc, là, oui, je vais les questionner après, là, mais est-ce que vous avez une harmonisation de prévue sur les activités pour que
parce que là, c'est le pourtour, là, les littorales, là, donc qu'on soit dans le parc, qu'on soit dans la réserve de biodiversité, est-ce que ça pourrait être différent? Ça ne sera pas tout à fait la même chose, comme par exemple, puis vous validerez avec les gens des parcs, mais si la cueillette de fossiles n'est pas permise dans le parc, elle ne sera pas, mais alors que dans la réserve de biodiversité, elle va l'être. La même chose pour la chasse, par exemple. La chasse est permise dans la réserve de biodiversité, mais elle ne sera pas dans le parc. Ça va être à la signalisation installée qui va permettre aux utilisateurs de savoir, bien là, vous rentrez dans un parc. Ce n'est pas le même régime d'activité qui s'applique que dans la réserve de biodiversité, par exemple. Eh bien, je vais faire intervenir peut-être Monsieur Thibault. Alain Thibault. Effectivement, dans un parc national, il est interdit de prélever des fossiles. C'est en vertu de l'article 20, paragraphe 2 du règlement sur les parcs. Est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture? Non, je peux aller le lire. Je vous remercie. OK. Et puis, sur la pourvoirie de la CEPAC, qui est à l'extérieur du parc national, est-ce qu'il y a des directives ou... Bien, l'accueil, Amélie Gilbert, CEPAC. L'accueil. Vous pouvez approcher votre micro si c'est plus facile pour vous. Parce que je me vois vous tordre. Petit problème de fil. Voilà. Sur le territoire de CEPAC-Anticosti, la cueillette de fossiles est possible. Donc, il n'y a pas un statut, excepté là, la réserve de biodiversité qui fait le pourtour et le bassin versant de la Jupiter. Tout le reste, la cueillette de fossiles est possible. Il y a une autre aire protégée, le nom m'échappe. Les réserves écologiques? Exactement. Oui, non, c'est pas celle-là qui est protégée de type 3, justement pour... Le karst de Saint-Éliard? Oui. Oui. Est-ce que la cueillette de fossiles, elle est permise là-bas? Oui, en tout cas, elle n'est pas réglementée par la LCPN. Là. Ça n'a pas une importance fossilifère comme Anticosti, par exemple. Ouais. Puis dans les réserves écologiques? Non seulement il n'est pas permis de cueillir des fossiles, mais même pas permis d'y circuler. Donc, de facto... Là, Puis comment vous allez harmoniser tout ça? Là? Je sais, là, quand vous allez recevoir dans votre structure de gouvernance, quand vous recevoir, par exemple, les avis du conseil de gestion, quand la société, par rapport à la mise à valeur et tout ça, comment est-ce que toute cette distinction-là va s'opérer? La distinction pour la cueillette de fossiles? Régimes, pas nécessairement pour les fossiles, mais dans les réserves écologiques, c'est tel type de régime d'activité, donc tel règlement. Dans la réserve de biodiversité, c'est telle chose. Là, si on s'en va sur le site au complet, dans le parc national, c'est autre chose. Donc, comment est-ce que vous allez... Bien, c'est sûr que je le mentionnais, la signalisation va avoir un rôle important, mais aussi la sensibilisation, qu'il y ait des cartes disponibles, par exemple, à l'arrivée des touristes. On pense au quai de débarquement du Bella de Gagné, à l'aéroport. Fait qu'il y a un rôle là, de sensibilisation. Les structures d'accueil, que ce soit le bureau d'accueil touristique, le futur bureau là, de la société de gestion, c'est tous des endroits où les gens pourront être informés des modalités là, des différences réglementaires entre les statuts. Je vous remercie. Oui, M. Perrault est arrivé. M. Perrault, vous vous étiez inscrit au registre. La parole serait à vous. Salut. Éric Perrault. Bonsoir. Moi, j'ai 4 questions qui n'ont pas de lien ensemble, mais dont un pour les fossiles. J'imagine que pour l'intervention de Mme Poulain hier, le règlement de 5 fossiles pourrait être modifié éventuellement avec le temps si on voit que j'imagine qu'il va y avoir des études et des suivis géologiques, puis que, advenant que la fréquentation de l'île est plus que prévu, puis que les gens en prennent plus, puis qu'on finirait par en voir de moins en moins, ça, j'imagine que ça peut s'ajuster avec le temps. Par contre, oui. Excusez, on pourrait poser la question au ministère si c'est ajustable, ce régime d'activité-là, et comment quels seraient les délais? Est-ce qu'il y aurait une consultation? Quel serait le processus pour justement faire face à cette évolution-là dans la cueillette des fossiles? Madame Tremblay? Oui, je céderai la parole à M. Boisjoli pour qu'il vous explique plus en détail les facteurs qui ont été pris en considération pour en arriver à cette réglementation-là. Merci. Effectivement, il est question d'avoir un programme de suivi pour voir un peu l'impact, par exemple, de l'utilisation du territoire sur les fossiles. Il est question aussi via encore la signalisation, de peut-être interdire dans des endroits qu'on jugerait plus sensibles à la cueillette
l'accès à ces endroits-là ou de réglementer pour ces endroits-là même la cueillette des 5 fossiles libres. M. Desrochers me rappelait qu'on parle de 5 fossiles libres et non 5 fossiles en place qui serait possible de cueillir. Donc, il y a via la signalisation, ce qu'on peut faire sans modification réglementaire. Par contre, si on veut réduire la quantité, par exemple, 0 fossile sur l'ensemble de l'île, là, il faudrait modifier ultimement le règlement de la réserve de biodiversité d'Anticosti. Donc là, ça demande par contre tout le processus. Là, Okay. Je suis désolée, M. Perrault. Je me suis dit qu'on va y aller une question à la fois. Est-ce que ça vous va de fonctionner comme ça? Oui, c'est correct. Oui, ça fait que je suis désolée de vous avoir interrompu. En fait, c'est la même question qui continue. Bon, ben là, je m'excuse encore plus. Je ne sais pas si André pourra peut-être me renseigner ou nous renseigner là-dessus. Je crois qu'il y a une grande spéculation pour les fossiles sur l'Internet, eBay, puis des trucs comme ça. Puis, ramasser 5 fossiles et tout ça, c'est une chose, mais pour des gens qui auraient vraiment des intérêts pécuniaires puis qui pourraient le faire, parce en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que c'était des montants assez faramineux pour certains fossiles. Fait que je ne sais pas comment est-ce que ça prévoit être géré, parce que, on a beau mettre des enseignes, si la personne vient ici pour sortir avec ça, puis est-ce qu'il va y avoir un suivi? Est-ce que ça va être des gardes-chasse qui vont s'occuper de ça? Est-ce que ça va être... Puis peut-être confirmer avec André Desrochers si c'est vrai que ça peut monter assez haut, les fossiles sur Internet. OK, on peut commencer par Mme Tremblay, puis après, M. Desrochers, si vous voulez répondre, là, ça va nous faire plaisir d'entendre votre réponse. Alors, Mme Tremblay? Oui, j'allais céder la parole à M. Boisjoli pour qu'il complète la réponse et justement inviter la commission à, si elle le souhaite, entendre le directeur scientifique qu'on a la chance d'avoir dans la salle sur cet aspect-là. Pour la surveillance, on en a parlé un petit peu. C'est un peu, ça relève de la surveillance. Donc, on va compter sur autant le terme sera à définir, mais les brigades citoyennes, les assistants à protection de la faune, les agents à protection de la faune, donc toutes les mesures qu'on souhaite mettre en place là, pour la protection, pour diminuer les risques que ces événements-là arrivent. Mais c'est un grand territoire, puis il y a toujours ce type de risque-là. Là, ça va être, je pense, une évaluation des risques aussi qui va être à réaliser pour cibler les secteurs les plus potentiels là, et les plus exceptionnels, parce que c'est pas la même chose de voler un fossile très commun versus un endroit où il y a plus de fossiles exceptionnels et qui ont une grande valeur scientifique en place. Là, donc, ça sera d'évaluer tout ça. Mais j'inviterais vraiment, si la commission peut inviter M. Desrochers, là, qui pourrait non seulement compléter sur la valeur des fossiles, mais aussi sur qu'est-ce qui nous a amené à mettre la possibilité de cueillir 5 fossiles libres dans la réglementation. Je pense que c'est important de le... Les fossiles libres, on sait qu'ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur. Mais moi, c'était surtout, c'est ça. Puis, en fait, où je voulais en venir, c'est que peut-être qu'il y aurait moyen de mettre des amendes assez salées pour comme décourager des gens en partant, parce qu'on sait que ça va être difficile, vu la grandeur de l'île, de pouvoir contrôler ça. Fait que si, je ne sais pas quels moyens légaux qui sont possibles pour mettre des amendes. Donc, dans le règlement, est-ce qu'il va y avoir des dispositions pénales? Et puis ensuite, M. Gravel, la parole va être à vous et ensuite, M. Desrochers. Il y a des dispositions pénales prévues dans la loi. Dans la loi. Des sanctions administratives pécuniaires également. Il faudrait peut-être me donner un petit moment pour faire quelques petites vérifications pour avoir les détails. J'aurais ça ici, l'article 70 de la LCPN là, commet une infraction, donc qui serait la cueillette de fossiles là, qui ne respecterait pas les critères serait une infraction. Dans le cas d'une personne physique, une amende de 1 000 à 100 000 dans les autres cas, une amende de 3 000 à 600 000 quiconque refuse. En tout cas, il y a différents critères. Donc, il y a des amendes importantes là, qui peuvent être associées. Est-ce que c'est assez salé? Oui. Monsieur Boisjoli, je me permets d'intervenir simplement pour m'assurer de faire une distinction dans la cueillette de fossiles à des fins personnelles versus la cueillette de fossiles à des fins commerciales. Est-ce que vous faites une distinction dans le règlement pour ces deux fins-là en termes de cueillette de fossiles pour les 5 fossiles ce que vous avez évoqué lors de votre présentation? Présentement, c'est le régime d'activité qui est dans le plan de conservation qui est effectif. Il n'y a pas cette distinction-là. En fait, la seule cueillette qui est possible, c'est 5 fossiles à des fins libres à des fins personnelles. Par contre, dans les critères, là, ça ne doit pas être à des fins commerciales aussi. Mais au niveau de l'amende, il n'y aurait pas de différence.
Mais vous faites une distinction fin personnelle et fin commerciale dans le Oui, il est règlement? impossible à des fins commerciales d'en faire la cueillette. OK, parfait. Monsieur Gravel, vous vouliez intervenir? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais m'approcher un peu. Oui, M. Gravel de la municipalité de l'Anticosti. Écoutez, oui, on voulait intervenir un petit peu tantôt par rapport aux fossiles parce que la municipalité avait déjà réglementé en 2018, pour ajouter un petit peu à la confusion on parlait des régimes puis de la superposition, parce que le territoire de l'île d'Anticosti et le territoire municipal également, c'est pas juste concentré évidemment au périmètre urbain. Donc, il y a le règlement qu'on va soumettre à la commission. Là. On pourra peut-être en valider, voir un peu pour l'arrimer, mais il y a déjà des dispositions pénales, là, d'une amende de 1 000 $, puis on définit vraiment la récolte de fossiles à des fins commerciales versus scientifiques. Il faut dans le cas de récolte pour un projet scientifique, il faut demander un permis de 25 $. Et puis, bon, il y a des dispositions. C'était déjà prévu un petit peu. Il faudra voir harmoniser cette réglementation-là. Comment elle s'applique aussi, parce que, bon, ça reste un règlement, il faut l'appliquer. Là. Les questions de M. Perrault sont légitimes, à savoir, comme il y a du braconnage, il peut y avoir du prélèvement illégal, mais au niveau légal, la municipalité avait déjà commencé à baliser ces paramètres-là. Puis peut-être voir aussi la valeur d'un fossile sur le marché. Parce que, tu sais, 1 000 $, si le fossile en vaut 1 500 ou il vaut 1 000 $, ça serait peut-être quelque chose à vérifier puis à tenir compte, parce que j'ai eu, oui, dire que c'était des choses qui s'étaient passées dans le passé, c'est qu'il y a eu des événements concrets qui sont arrivés. Très bien. Monsieur Desrochers, si vous voulez vous approcher, puis peut-être juste nous décrire, en fait, qui êtes-vous? Qui vous êtes dans tout ce processus-là, parce qu'on voit votre nom partout. Hein? Donc, peut-être juste pour qu'on puisse mieux comprendre là, la valeur de votre intervention. Là, on dit que vous êtes le directeur scientifique là, par rapport au MELCC. On vous a vu également auprès de la municipalité. Donc, juste nous expliquer. Donc, j'ai un chapeau de chercheur. À l'Université d'Ottawa. J'ai fait presque toute ma carrière scientifique sur Anticosti. J'ai mis les pieds la première fois en 1977. Il est plus vieux que les fossiles. Merci. Donc, j'ai fait principalement ma carrière en Anticosti comme chercheur. Depuis 2018, je suis directeur scientifique du comité de pilotage. Donc, c'est des chapeaux que je porte. On a réfléchi très, très tôt en amont sur cet aspect-là de collecte de fossiles. Et pour un scientifique, une fois que les fossiles sont dégagés de la roche, il y a une perte d'informations scientifiques importante. Hein, on parlait un peu plus tôt là, de l'érosion côtière. C'est la principale menace. Sur les fossiles en termes de volume. Là. Donc, la question d'Éric Perrault, c'était est-ce qu'il y a un marché noir? Effectivement, il y a un marché noir. Si vous allez sur le Kijiji de la paléontologie ou des fossiles à vendre, vous allez trouver, pas de nombreux, vous allez trouver quand même plusieurs spécimens en vente qui proviennent d'Anticosti. Par exemple, des crinoïdes, des trilobites. Des trilobites qui peuvent valoir en 300 et 800 $, des crinoïdes qui peuvent valoir entre 500 et 2000 $ qui proviennent d'Anticosti, qui ont été échantillonnés bien avant, évidemment, la création des réserves de biodiversité d'Anticosti. C'est un phénomène assez limité. Ce sont vraiment des spécialistes. Ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des amateurs, des collectionneurs, des gens qui connaissent très bien ce qu'ils font. Ils font la grandeur de l'Amérique du Nord. Il y a probablement 2 ou 3 collectionneurs là, professionnels qui sont venus en Anticosti dans les 10 ou 20 dernières années. On voit encore des échantillons qui ont pris à cette époque-là là, qui sont en vente. Donc, ces échantillons-là, à première vue, apparaissent très, très anodins. Par exemple, on va voir un petit morceau de trilobite, mais ils savent exactement que tout le spécimen est sous la roche. Donc, ils vont faire 10, 20, 30, 40 heures de préparation et ils vont avoir un fossile de qualité qu'on pourrait exposer dans un musée. Okay, donc, il y a un fort, fort marché aux États-Unis, en Europe pour ce genre de fossiles. À ma connaissance, depuis au moins 5 ans, il n'y a aucun de ces collectionneurs professionnels qui sont venus en Anticosti. On les connaît tous. Donc, on les connaît par nom, ces gens-là.
Donc, c'est un peu le statut. Et si vous allez sur un site en Allemagne, il y a une demi-douzaine de fossiles de crénoïdes présentement en vente qui ont été collectionnés près de Pointe-Carleton. Le plus cher se vend à 2 000 $ présentement. Et même dans le pitch de vente, pour dernière chance d'acheter un fossile de l'île d'Anticosti, vu que l'île va devenir une réserve va venir assez du patrimoine mondial. Donc, on utilise même assez à des fins de vente mais bon, oui, mais c'est un phénomène qui est très, très limité. Peu d'individus, des gens qui connaissent très bien ce qu'ils font et qui peuvent évidemment en retirer un bénéfice pécuniaire quand même assez important. Ça va? Oui, merci. Ça va, merci. J'ai répondu à la question. Parfait. On va juste mettre des photos sur Deuxième question. C'est concernant la capacité d'accueil dont on a parlé hier. Puis, en fait, je veux juste citer un exemple de quoi ça peut ressembler. Le relais nordique, le bateau qui nous approvisionne la majeure partie de l'année, n'a même pas d'endroit pour loger son débardeur ici à l'île. Moi, le directeur de Relais Nordique, Arimouski, m'a appelé à plusieurs reprises pour finalement voir avec la municipalité. Je ne fais pas le loger d'une roulotte temporairement. Fait que c'est juste pour vous donner une idée à peu près de, on parle du débardeur, OK, là, c'est comme service essentiel pour nous. Il n'y a même pas d'endroit pour le loger là, en ce moment sur l'île. Fait que, je pense que la capacité d'accueil est assez limitée, là, surtout en saison. Puis sur ça, je voulais peut-être amener, je ne sais pas si on sort peut-être du cadre du BAP, mais ici à l'île, j'ai un exemple à CEPAC. Dernièrement, les maisons qui se sont vendues beaucoup, c'était souvent achetées par des compagnies ou soit des gens qui spéculaient ou des compagnies. Il y a plusieurs maisons qui ont été achetées par la CEPAC qui sont habitées 8-9 mois par année, 8 mois par année. Puis je ne sais pas si, étant donné que c'est une entité gouvernementale, puis question de comprendre notre situation, s'il n'y aurait pas moyen pour eux de prévoir dans leur budget un complexe ou une place pour les loger eux-mêmes, puis pouvoir laisser les maisons à des gens qui sont... je sais que ça paraît gros, là, c'est une grosse demande, mais je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir une réflexion là-dessus. Parce que ça empêche des familles de venir. Souvent, c'est des maisons assez grandes avec plusieurs chambres à coucher où il reste un directeur et son épouse. Puis je ne sais pas, pour eux, j'imagine que ça serait peut-être quelque chose de bénéfique aussi là, de se construire leur propre endroit pour héberger leurs gens. Puis c'est ça. Puis il y a aussi la spéculation là, qui est malheureusement qu'on voit de plus en plus là, depuis qu'on parle de l'UNESCO. Il y a beaucoup de gens qui achètent pour s'installer, qui ne restent pas ici, puis qui s'installent, puis qui achètent des trucs sur l'île. Mais ça, regarde, ça fait partie, je pense, d'une réalité, mais c'est quand même un fait qui est là, qui pourrait augmenter aussi avec le temps. Question 3. Oui, je peux intervenir sur la question que vous venez d'évoquer. Vous avez parlé de capacité d'accueil. On a abordé ce sujet-là hier. Puis, je pense que je profiterai de l'occasion parce que je vois qu'il y a beaucoup une question de logement dans la capacité d'accueil. Ce n'est pas essentiellement ça, mais il y a toutes les infrastructures municipales aussi. Donc, je voudrais me tourner vers la municipalité parce que hier, vous avez évoqué, quand on a discuté de la capacité d'accueil, que bientôt, cet été ou à l'automne prochain, vous allez faire affaire avec des experts, une expertise sur les projets de développement. Et on voulait en savoir plus. Donc, qui sont les experts? Pourquoi ils vont être ici? Quels seront leurs rôles? Là? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette discussion-là qu'on a eue hier, M. Gravel. Là. Oui, M. le commissaire, très bien. En fait, dans le contexte de votre question d'hier et par rapport à la Mathieu Gravel, municipalité d'Anticosti, j'ai vu la caméra, je me fous.
on parlait davantage par rapport à l'hébergement touristique. Dans le cas des experts dont je vous parlais, là, des experts en tourisme, notamment en paysage en vue pour respecter un peu l'environnement. Donc, particulièrement dans le contexte d'hier, c'était par rapport au développement du potentiel touristique et d'hébergement spécialisé ou particulier pour, donc, justement, dans l'ouest de l'île, pas pour résider là, mais vraiment pour de l'hébergement expérientiel, etc., avec tous les termes à la mode qu'on peut trouver. Ce que M. Perrault fait le manque de logement. Donc, effectivement, cette année, c'est pire que pire, là. Les gens du MLCC, dans nos discussions avec l'éventuelle venue de l'équipe de gestion, c'est la première question que j'aurais demandé. Vous allez les mettre où pour vos employés et pour travailler et pour résider également. Donc, quand on parle de la capacité d'accueil, donc la capacité d'accueil organisationnelle du milieu, oui, mais aussi des infrastructures, là. Et puis, c'est des maisons, malheureusement, on ne peut pas juste en gonfler une là, dans une semaine. Là, ça prend quelques mois. Et puis, on ne construit pas à l'île en plein hiver non plus. Donc, c'est toute cette notion de planification-là, de construction. À la municipalité, on est confronté nous-mêmes à ce défi-là, puis ces défis-là, et c'est criant. Donc, le sentiment que M. Perrault voit et que je vous exprime là par rapport à certaines compagnies qui sont effectivement essentielles, on se tourne vers donc, les compagnies, il y a un changement qui est très, très rapide. Donc, dans le cas du relais nordique, c'est parce que c'était des résidents qui habitent ici, qui travaillaient ils ont pris leur retraite du jour au lendemain. Donc, il faut importer de la main-d'œuvre, mais eux, ils n'ont pas quitté leur maison. Les remplaçants ne prennent pas leur maison. Donc, la commission scolaire, le CIS de la Côte-Nord ont des résidences pour leur personnel. La municipalité aussi. Moi, j'habite dans une maison qui est fournie ou qui appartient à la municipalité. Et ça, c'est un phénomène qui est nouveau, mais qui va s'amplifier s'il n'y a pas justement une préoccupation à plus grande échelle de cet enjeu-là, parce qu'on ne peut pas développer un quartier résidentiel comme ça à l'île d'Anticosti. Les promoteurs ne sont pas là nécessairement. Il va falloir que les pouvoirs publics s'y mettent. J'entends de la proposition de M. Perrault de dire la CEPAC, par exemple, effectivement, il y a des maisons privées ou unifamiliales. C'est sûr que s'il y a du développement pour leurs employés, ça va alléger justement parce que ce sont les corporations puis les pouvoirs publics qui ont le moyen justement de jouer la surenchère ou de jouer le marché. C'est particulier ce qui se passe là. Et là, vous évoquez deux réalités, la réalité du développement touristique puis de l'hébergement expérientiel, comme vous parlez, puis de l'hébergement aussi pour les gens qui résident à l'île. Et pour les travailleurs qui vont les accueillir, ces touristes-là. Oui, exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une intégration de cette vision-là, de ce développement futur-là qui est envisagé à court, moyen terme, disons? Je vous dirais que les propos de notre mémoire sont pesants par rapport à cette situation-là. Donc, les enjeux du milieu d'accueil. On fait des représentations présentement au niveau gouvernemental, au niveau de notre ministre régional, au niveau du MAMACH également, pour faire état un petit peu de ça, parce que ça dépasse un peu le cadre municipal. Donc, ce n'est pas juste des enjeux municipaux, ça devient le problème un peu de tout le monde, là, de tout le monde qui veut venir faire affaire ou faire une réserve de biodiversité en Anticosti, la première chose, avant de penser de protéger, il faut penser à venir à l'île d'Anticosti, donc se déplacer et s'y loger. C'est la base. Puis, justement, vous ouvrez la porte sur votre mémoire. Vous avez évoqué toute une série de modifications mineures de limites. Est-ce qu'on parle essentiellement de projets dans une perspective touristique? Dans les cas des modifications dont on parle, effectivement, c'est dans la zone ouest de l'île où il y aura, c'est pas dans le périmètre, c'est à l'extérieur du périmètre urbain. Il y aura jamais d'infrastructure d'eau ou d'égout dans ces endroits-là. Ce sont des développements qui se verraient quand même assez limités. Là. C'est pas, on parlerait peut-être, je sais pas, d'une trentaine d'unités pour peut-être une capacité d'une centaine de personnes. 100 personnes, c'est pas énorme, mais non, c'est vraiment nos propositions par rapport au changement, à la limite de réserve, n'ont aucun lien avec notre autre proposition par rapport à la capacité du milieu d'accueil. C'est vraiment deux enjeux très distincts. On développe et on essaie de se projeter justement dans le tourisme pour être capable d'accueillir, et c'est le développement évidemment économique des Anticostiens qui en dépendent. Et ça, c'est la municipalité qui en prend en charge.
Mais de notre côté, notre rôle de gestionnaire des infrastructures publiques et des problèmes, je dis souvent à la blague, quand il y a un problème, ça finit toujours à la municipalité. Quand l'avion ne décolle pas, Mme Boulanger faisait une blague un peu. Il y a un réflexe ici parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir public que la municipalité. Là. Donc, puis on est au centre un peu de tout. Effectivement, on est vite amené à contribuer aux solutions. Mais souvent, on n'a pas les moyens nécessairement des fois, on les trouve, là, mais on est confronté à beaucoup de types de problèmes comme ça. Mais par rapport aux enjeux structuraux dont on fait état dans le mémoire, là, ça va prendre l'aide de l'État et une concertation de plusieurs ministères parce que ça ne concerne pas juste un ministère, parce qu'il n'y a pas juste la MSSC qui font affaire ici et qui auront affaire ici, nous aussi. Mais personne n'est au même diapason à ce moment-ci. Les gens du MSSC ils s'y frottent présentement, là, mais il va en avoir d'autres. Puis, pour compléter votre réponse, vous avez parlé, bon, évidemment, des développements touristiques, mais vous avez évoqué le périmètre urbanisé, le périmètre d'urbanisation. Est-ce que la délimitation de ce périmètre-là pourrait être suffisant pour développer des logements, là, peu importe par quelle organisation, pour avoir une capacité d'accueil supplémentaire pour des familles, des travailleurs, des gens qui viendraient s'installer à l'île? Oui. Le périmètre urbain, on se dit souvent que c'est un très petit village, mais dans une très grande île. Évidemment, il y a du territoire quand même pas mal. La question de la définition du périmètre urbain, c'est une question d'urbanistique, de schéma d'aménagement. Donc, il y a toujours moyen d'agrandir, mais on peut agrandir encore par l'intérieur du village. Il y a des endroits, mais il y a certains enjeux d'infrastructures, d'eau, d'égouts. Demain matin, il y a un beau, à côté du Copaco, vous logez, là, juste en face, il y a déjà eu un plan de lotissement qui est fait pour cet endroit-là, une dizaine de 10-12 terrains qui est là. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas rien. Donc, je n'ai pas de service d'ingénierie pour qu'ils nous fassent un plan demain matin, puis on n'a pas les plusieurs millions de dollars pour amener les infrastructures là. Rapidement. C'est toute une question de délai. C'est de la question de... On est vraiment poussé vers ce développement-là. Tirer, pousser, je ne sais plus là, mais on est confronté effectivement à beaucoup, beaucoup d'enjeux en même temps. Des choses qui se passent normalement dans toutes les municipalités du Québec, sauf que nous, on est très, très, très petits et il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en même temps. Merci beaucoup. Puis peut-être aussi mentionner que faire un aqueduc ou un égout ici, ben, ça coûte encore plus cher que sur le continent, fait que c'est comme un cercle vicieux. Puis un peu la même chose avec le logement, c'est que là, je donne un exemple, Relais Nordique n'a pas de place à loger ces gens, ben, ils vont se tanner, ils vont acheter une maison. Fait que, là, ça fait une maison de moins, puis ça va ainsi de suite comme ça. Fait que, à un moment donné, on va se ramasser avec un village où ça va être difficile d'y demeurer à l'année ou de. Fait que ça serait quelque chose à considérer. Question 3. Concernant les pêcheurs autour de l'île, ben, j'en connais. Puis, je me demande s'il n'y aurait pas moyen avec pêche et océan, ben, comment ça s'appelle au Québec? Pêche et océan, c'est ça? Et océan, c'est fédéral? Oui, c'est fédéral, mais la partie québécoise de tout ça, y a-t-il une gestion québécoise ou c'est directement le fédéral qui donne les permis pour qu'ils puissent... Je sais pas, M. Boisjoli, puis peut-être M. Thibault, là, le F du un des F du MFFP, la faune. Alain Thibault, si jamais ça relève du provincial, je dirais que c'est probablement le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui mettrait là, un permis. OK. Parce que mon point, c'est que peut-être pour éviter justement que les gens parce que les gens qui sont sur la Gaspésie, ça fait une belle place pour un petit chalet la fin de semaine aussi. C'est accessible par l'eau, puis ils ont le bateau pour venir. Fait que, pourquoi qu'il n'y aurait pas parce qu'on comprend que c'est pour la sécurité quand il y a des tempêtes, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des places attitrées puis mieux contrôlées qui seraient construites décemment, qui seraient plus permanentes, puis qui permettraient la sécurité des pêcheurs, puis ça l'enlèverait toute la problématique là, de gérer ça, savoir son où, puis quand est-ce qu'ils viennent, puis... Oui, bien, cet après-midi, on avait eu un échange avec M. Boisjoli là, qui disait qu'effectivement, il y a une distinction entre un abri sommaire puis un abri semi-permanent. Et je crois qu'il indiquait là, que dans la loi sur les pêches, là, il est possible d'avoir un abri sommaire, mais que ce serait le MERM, vu que le fond du terrain
appartient au MRN d'aller chercher, j'imagine, un bail. Là, donc, je pense que c'est ce que vous expliquiez là, cet après-midi. Pas tout à fait. Là, Pas tout à fait. Bon, je vous ai mal écouté dans ce cas-là. C'est peut-être moi qui s'est mal exprimé, mais abri de sécurité en vertu de MPO, puis abri sommaire en vertu du ministère Énergie et Ressources naturelles. Mais tout ceci dit, c'est loin d'être mon champ d'expertise. Il faudrait valider tout ça. Mais mon point, c'est que s'il y avait quelques endroits spécifiques où la sécurité, puis que ceux qui ont à aller vont là, puis c'est géré par le gouvernement. En tout cas, mais est-ce que ce type d'abri-là va être possible dans la réserve de biodiversité? Permettre une infrastructure à des fins de sécurité, habituellement quelque chose là, qui est possible. Ceci dit, il faudrait évaluer vraiment le besoin parce qu'on a fait aussi référence à des chalets pour des Gaspésiens. Là, ça s'apparente plus à un bail de villégiature à des fins personnelles, ce qui est incompatible. Donc, il faudrait évaluer au cas par cas. Là. Mais moi, ça me fait penser beaucoup au refuge d'urgence avant qu'il y ait les phares, là, avec les vivres et tout ça. On revient dans le temps un peu. Ben, ça serait peut-être quelque chose à éclaircir. Puis si c'est trop difficile à gérer, ben, c'est ce que je dis, c'est qu'on peut installer des places bien spécifiques qu'on les connaît puis qui peuvent être facilement contrôlées, à savoir la fréquence puis ce que les gens font. Fait que ça, c'était une autre suggestion. Mm-hmm. Question 4, c'est Est-ce que vous me permettez d'utiliser votre question 3 pour peut-être avoir un peu plus d'informations sur les abris sommaires avant de vous laisser passer à la question 4. Simplement, je vais aller vers le ministère de l'Environnement. Dans toute la structure, on en a parlé cet après-midi, la structure, le développement, les démarches de consultation en amont. On a évoqué que les organismes fédéraux n'avaient pas nécessairement été consultés. Est-ce que vous considérez qu'il pourrait avoir un aspect positif, une bonification, en fait, à la réserve de biodiversité en consultant des organismes fédéraux à ce moment-ci, là, pour les quelques étapes qui restent avant le statut permanent, finalement? Assurément, c'est une avenue qui pourrait être considérée. Est-ce que M. Boisjoli a quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, bien, pour cet élément-là là, qui est relatif aux pêcheries qui n'avaient pas été considérées, je pense que ça serait tout à fait pertinent, bien sûr. Parfait, merci. Monsieur Gravel? Oui, je m'excuse, mais Monsieur Gravel de la municipalité, juste pour revenir sur la question des baux et des... Juste pour ne pas oublier que la municipalité a un pouvoir réglementaire là-dessus et que le MRN ne donne pas de bail de villégiature sans consulter la municipalité pour fin de compatibilité avec le schéma d'aménagement et son règlement d'urbanisme. Donc, nous, on a des outils aussi pour réglementer ce développement-là ou ce non-développement-là. On a des outils. Ce qu'on va demander dans nos représentations, c'est d'avoir un peu plus d'outils pour être capable de mieux s'outiller. C'est un peu drôle à dire, pour justement harmoniser ça puis faire en sorte d'être capable de mettre à jour notre réglementation en fonction de toutes ces nouvelles juridictions qui viennent se superposer. Mais la municipalité, dans ce cas-ci, peut se doter d'outils réglementaires pour aider justement à la réglementation de tout ce qui se passe sur le territoire parce que du fait qu'on est sur notre territoire municipal sur toute l'île. Et ça, vous étiez engagé à déposer un document ou un dossier qui datait de 3 ans, je crois. C'est fait, Monsieur le commissaire. C'est pas vrai. C'est surtout des photos des fameux camps en question, là, avec une petite lettre là, qui dit que... Mais en complément d'informations sur ça, je peux vous dire que notre inspectrice municipale a recontacté le ministère, le MRN, le ministère de l'Environnement, le MRN, pour réactiver le dossier. Parce que c'est un dossier, comme je vous dis, qui est là depuis plusieurs années. Il y a de la juridiction, il y a des affaires bizarres un peu au niveau légal, au niveau de... C'est un peu particulier, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il est compliqué. Mais on remet un petit peu d'énergie là-dedans. Mais encore là, on n'a pas les ressources pour régler tous ces genres de belles choses qui nous arrivent par la mer. Mais je comprends, puis je vous remercie beaucoup d'avoir déposé ces documents. Puis, étant donné que les statuts fonciers vont avoir aussi changé, c'est plus la même donnée aussi. Puis aussi, il faudrait voir aussi si le fait que c'est fédéral, les pêcheries sont fédérales, est-ce que ça overlap ou est-ce que ça, je ne sais pas comment dire en français, est-ce que ça prévaut sur la réglementation provinciale? Est-ce que c'est un droit acquis? Fait que ça serait peut-être quelque chose à vérifier parce que c'est plate quand tu demeures à l'île puis il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient ça se faire des chalets ou avoir, tu sais,
puis ils ne peuvent pas parce que c'est une réserve, mais qu'en même temps, des gens de l'extérieur viendraient s'installer ça peut être un peu frustrant. Question 4. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre le truc de gestion. Dans ma tête, la société, parce que tu as une diapositive qui représente le schéma de la société. Mais j'ai comme, dans ma tête, le schéma de la société est comme l'équivalent des membres du conseil de gestion. Est-ce que c'est ça ou pas? La question, Alors, juste, excusez-moi, M. Perrault. Oui, excusez. Mais non, mais c'est pas pour le but de mon intervention, c'était peut-être de vous déplacer pour que Mme Motard-Côté reprenne le contrôle de l'ordinateur et qu'elle vous montre la planche là, à laquelle vous faites référence. Et il collabore, l'ordinateur, donc on est content. Je pense qu'il ne faudrait pas trop... faudrait pas trop en parler. L'écho qui s'en fait brûler. C'est ça, tu sais, je trouve que c'est à peu près les mêmes. Si on enlève la partie. En fait, je trouve que c'est le même. Ça ressemble beaucoup à celui-là qu'on avait tantôt. Là, Donc, vous voulez comprendre la distinction? Ben oui, tu sais, c'est-tu les mêmes personnes qui sont là ou c'est deux comités différents? OK. Donc, vous voulez comprendre là, la cartographie des acteurs, leur rôle? Bien, c'est surtout cela. Si on regarde ici, les membres du conseil de gestion, c'est la municipalité, les deux places des communautés Innu, la MRC. Puis si on retourne, puis là, en bas, on a les personnes ressources qui sont le gouvernement. Puis si on retourne à l'autre, on a la municipalité, les deux réserves Innu, on a la MRC, puis le gouvernement. Alors, Mme Motard-Côté? Oui. En fait, je pense que l'idée principale derrière ça, c'était que dans la société de gestion, tous ces acteurs-là ont un pouvoir décisionnel par rapport à leur mandat sur le territoire des réserves, mais n'ont pas de droit de parole sur ce qui est fait dans le reste du site pour les autres activités qui ne font pas partie de leur mandat. Puis, il y avait une volonté qui ait ce pouvoir-là de se prononcer sur ce qui est fait pour l'ensemble du site. C'est pour ça qu'ils ont été inclus comme membres dans le conseil de gestion, pour pouvoir dire, parler de la protection des fossiles dans le parc, par exemple, puis donner leur avis à ce sujet-là. Ça serait un seul et même comité. Bien, ça resterait à voir. Ça, c'est à savoir... ça va être beaucoup au conseil de gestion de décider qui va siéger, puis ça pourrait être les mêmes personnes, ça pourrait être des personnes différentes. Mais je pense que ce qui est encore peut-être un peu nébuleux, outre le fait que c'est plus ou moins les mêmes personnes, dépendamment là, de qui décideront de siéger, quel est le rôle respectif de chacun? De chaque comité? Oui. En fait, on peut reprendre là, le rôle de la société, le rôle du conseil de gestion. C'est un petit peu encore nébuleux, malgré que mais je vais vous laisser la parole. Oui. Alors, le rôle de la société de gestion sera de prendre en charge la gestion pour des réserves de la réserve de biodiversité et des réserves écologiques pour les aspects de mise en valeur et de recherche. Donc, c'est eux qui vont s'occuper complètement de ces aspects-là. Quelle sera la structure de cette société-là? On fait une proposition ici pour la composition du conseil d'administration, mais tout ça, on est encore en train de réfléchir. OK, mais je comprends là, les acteurs, mais le rôle. Donc, oui, vous me dites qu'il va prendre en charge tout ce qui est protection, non, pas protection, ça c'est le MELC, la mise en valeur, puis la recherche. La recherche. Comment est-ce quel va être il y a un conseil d'administration, mais est-ce qu'ils vont avoir un directeur général? Oui. OK. Oui, il va y avoir... Bon, là, on fait la distinction entre la gouvernance, la société de gestion et l'équipe de gestion qui va mettre en œuvre la gestion de façon effective. Donc, il y aurait
bien, c'est ça. C'est pas encore complètement déterminé, mais dans les discussions qu'on a eues précédemment, on avait parlé d'avoir un président directeur général avec, il y aurait un responsable de la mise en valeur, un responsable scientifique qui eux, auraient aussi leur équipe de guides interprètes, puis leur... dans le cas du responsable, de la scientifique, avec près des partenariats avec le monde universitaire, le monde de recherche. Et ça, c'est pour la société de gestion qui va être un organisme sans but lucratif. Maintenant, le conseil de gestion, lui, quel va être son rôle? C'est un rôle aviseur. C'est pour permettre aux acteurs locaux de se prononcer sur la gestion qui sera faite dans le site. Et quelle va être la distinction avec le comité communautaire? Bien, ça reste à déterminer. Si le comité communautaire, finalement, on voulait que avoir une voix communautaire, donc que les différents groupes, différents acteurs communautaires puissent amener les préoccupations, les savoirs locaux, ces choses-là. Là, finalement, on amène la proposition qu'il y ait un représentant du comité communautaire qui soit membre du conseil de gestion pour justement véhiculer dans une seule direction la voix de tous ces différents acteurs-là. Mais ça pourrait aussi être que ça reste un comité complètement à part du conseil de gestion, puis qui informe, qui alimente les recommandations du conseil de gestion. Et la société va avoir une autonomie décisionnelle? Oui. 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 Est-ce que ça clarifie des choses? Oui, c'est juste que je trouve que même si ce n'était pas les mêmes personnes, on voit la municipalité de l'île d'Anticosti, admettons que sur un, c'est la mairesse, puis l'autre, c'est le directeur général. Bien, la partie aviseur ne sera pas très différente. Tu sais, je trouve que je me demande la pertinence d'avoir les aviseurs s'ils sont en bonne partie dans la société. Okay. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez, même si on change, c'est soit que ça va être les mêmes personnes, puisqu'on a un petit village et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis si c'est les mêmes personnes, bien, c'est comme si tu sièges sur deux comités qui sont finalement, tu t'avises toi-même finalement. Puis si ce n'est pas les mêmes personnes, bien, ça va rester que c'est la municipalité qui va aviser la municipalité en tout cas, c'est ma perception. Je ne sais pas si elle est bonne ou si c'est moi qui comprends. Madame Tremblay, vous aviez demandé la parole? Oui, Aude Tremblay, MELCC. Peut-être pour rebondir sur ce que M. Pinault vient de mentionner, deux éléments. Comme Mme Motard-Côté le disait tout à l'heure, je veux juste rappeler que le conseil de gestion vient permettre d'alimenter la réflexion auprès de tous les acteurs du site et pas juste la société, parce que la société va se pencher juste sur les deux volets de mise en valeur et de recherche pour la réserve de biodiversité. Donc, ça leur donne une porte d'entrée auprès des autres gestionnaires du site. L'autre élément, on mentionne souvent dans nos discussions le fait que ce qui a été réfléchi, ce qui a été discuté, ce qui a été réfléchi et discuté, c'est avec notamment la municipalité et avec les autres membres du comité de pilotage, qui est une structure associée depuis le début à la candidature du site et dont les partenaires pourraient probablement être énumérés par Mme Motard-Côté, les membres du comité de pilotage, qui sont quand même une équipe qui représente différentes voix qui ont alimenté la réflexion et mené à cette structure-là. Le comité de pilotage, c'est le comité de gouvernance, là? Non, c'est différent. En fait, c'est un comité qui est... la distinction, s'il vous plaît, parce qu'il y a eu plusieurs recommandations sur la gouvernance. Donc, je suis désolée là, de mêler un peu les cartes, là, mais peut-être Mme Tremblay et ensuite Mme Gagnon. Gagnon. Ah. C'est tout à fait légitime parce que ce dont on parle et ce qui est illustré ici, c'est vraiment associé à la réserve de biodiversité et au site. Mais en amont de toute cette réflexion-là et de ce processus-là,
avait toute une structure de gouvernance aussi qui a mené au développement, à l'élaboration et au dépôt de la candidature du site de l'UNESCO. Donc, on a une table des partenaires UNESCO et on a aussi un comité de pilotage qui était relié d'abord à la candidature du site, mais qui éventuellement continue de se pencher sur le caractère opérationnel que devrait prendre la gouvernance pour répondre à une des 3 conditions essentielles pour être retenue et reconnue par l'UNESCO et qui est une gestion exemplaire du site. OK. Alors, Madame Gagnon? Cathy Gagnon, municipalité. Peut-être juste pour synthétiser, parce qu'il y a une grosse structure de concertation pour le processus. Donc, quand la municipalité a déposé, d'ailleurs, première étape sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, une fois que ça a été inscrit, qui est la première étape au niveau canadien, la municipalité a formé un comité de pilotage pour la soutenir dans la préparation de la candidature. Donc, dans ce comité-là, elle est allée chercher un directeur scientifique qui est André Desrochers. Elle s'est associée, entre autres, avec des professionnels du ministère de l'Environnement pour réfléchir tout le volet protection. Elle est allée se chercher des ressources pour réfléchir un peu la gouvernance et avoir une représentativité, un petit peu une voix d'organisme environnemental. Donc, Nature Québec a été impliquée dans les travaux. Les communautés autochtones se sont joints également au comité de pilotage et le comité de pilotage est un peu un comité concret exécutif qui travaille et duquel il y a eu notamment le comité de rédaction pour écrire la proposition d'inscription. Bon, c'est un 2500 pages qui a été déposé. Donc, pour rassembler tout ça, c'était un peu le comité fonctionnel. Mais pour avancer les principaux dossiers de la proposition d'inscription, on parle de la protection, de la gestion, de la gouvernance, puis évidemment des finances. Donc, pour chapeauter tout ça, il y a une table de concertation qui a été mise sur pied, qui est la table UNESCO Anticosti, la table des partenaires. Et la table des partenaires, elle est encore en fonction, elle est coprésidée par le ministère de l'Environnement et la municipalité. Donc, c'est vraiment une coprésidence. Et il y a, si je ne m'abuse, 7 ou 8 ministères qui sont représentés sur cette table-là. Il y avait 2 représentants citoyens qui étaient là, donc, dont Éric Perrault et Isabelle Plante, qui travaille également à la radio et qui est maintenant conseillère municipale. Madame Boulanger, qui à l'époque était conseillère municipale, siégeait également sur la table. Le maire de l'époque et également les organismes régionaux. Donc, on pense à Tourisme Côte-Nord, par exemple, les pourvoyeurs de l'île, la CEPAC également, Pourvoirie Lac-Geneviève, Safari Anticosti. Donc là, j'en oublie peut-être, mais j'y vais vraiment par cœur. C'est une quarantaine de personnes, une bonne vingtaine d'organismes qui se réunissent. Il n'y a pas tant de rencontres de tout le monde, mais on en a eu en personne pré-COVID. Il y en a eu une à Anticosti, on en a eu à Québec. Et les grandes orientations de réflexion sont parties de la table, qui a fait des sous-comités. Il y a eu un comité sur la gouvernance, il y a eu un comité sur la protection, comité sur la mise en valeur pour réfléchir la mise en valeur. Et chacun de ces comités-là ont avancé, ont travaillé et sont revenus à la table avec des recommandations. Une fois que ces recommandations-là ont été adoptées à l'unanimité par la table, là, le comité de pilotage a intégré pour avancer avec tout ça. Donc, c'est un peu le fonctionnement. Je pense que c'est important de comprendre d'où sort tout ça. Dans notre mémoire, nous, on a en annexe le rapport du comité sur la gouvernance. Donc, ça peut permettre de comprendre d'où est issu un peu ce processus-là. On a les recommandations de la table des partenaires également, que vous allez voir en matière de protection, en matière de gestion, en matière de mise en valeur. Et les principes de base de la gouvernance, quand vous avez entendu la mairesse de la municipalité dire « on est derrière la structure principale de gouvernance », c'est que tout ça, ça a été travaillé en collaboration avec la municipalité. Donc, le principe d'avoir, c'était les 5 entités politiques qui étaient normalement sur le conseil de gestion. La première proposition, c'est les 5 entités politiques qui étaient identifiées comme étant légitimes
pour aller ensuite dans leur milieu discuter de comment va se faire la représentation. Donc, quand on voit municipalité de l'île d'Anticosti, ça ne veut pas dire un siège, ça veut dire que c'est la municipalité qui va regarder combien de sièges et tout ça. Même chose, quand on voit gouvernement du Québec, bien là, c'est à préciser, mais c'était les autorités politiques avec la légitimité pour pouvoir aller après ça définir. Donc, pour l'instant, la structure, et là, collègues du ministère, vous me corrigerez là, si je m'avance, mais la structure, elle était encore très générale et elle n'est pas encore définie. Donc, le conseil de gestion, ce que vous voyez, c'est ce qu'on a là comme information pour l'instant. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu. Oui, ça l'éclaire. Oui. Ça éclaire le processus. Le processus, absolument. Ça n'éclaire pas les liens, mais ça éclaire le processus d'où il sort. Et dernier complément d'information, et je pense que c'est difficile de le comprendre, puis nous, ces tableaux-là sont nouveaux aussi, là, mais ce qui est difficile à distinguer, c'est qu'il y a la gestion permanente qui est envisagée pour le site du patrimoine mondial, mais moi, je suis une ex-travailleuse de l'UNESCO du patrimoine mondial. Et quand on soumet une proposition d'inscription, on ne peut pas attendre d'être inscrit pour commencer à travailler la gouvernance. Ta candidature ne sera pas retenue. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'intérimaire. Donc, quand on va voir l'évaluation de l'Union internationale de conservation de la nature, une des premières questions qu'ils vont poser, c'est comment est protégé le territoire et comment il sera géré. Donc, ça prenait tout de suite une structure de gouvernance. C'est l'origine un peu. Ça va. Monsieur Marcet? Justement, quand vous avez parlé de l'historique, il y a une partie de cet historique-là qui m'intéresse particulièrement. Vous avez parlé de la table des partenaires UNESCO. Pour référer aux diapositives qu'on a vues jusqu'à maintenant, la structure intérimaire, elle est assurée par cette table des partenaires. Est-ce que c'est bien cela que je comprends? Non. Alors, j'ai besoin de plus de précision dans ce cas-là. Ben, je vais en donner, Cathy Gagnon, je vais en donner quelques-unes, mais je pense que les collègues au ministère vont pouvoir préciser. La structure de gestion, selon tous les documents dans le moment, elle revient au ministère de l'Environnement. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui est dépositaire de la structure de gestion dans le moment de la structure de gouvernance et même officiellement pour l'intérimaire de la mise en valeur et de la recherche. Donc, l'entièreté dans le moment, là, quand il va y avoir une question pour l'UNESCO, pour le patrimoine mondial, qui est responsable, c'est le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, la municipalité collabore à certains égards, on l'a vu tantôt un petit peu sur la mise en valeur avec certains projets pour la recherche, mais concrètement, c'est le ministère de l'Environnement qui est dépositaire. La table des partenaires demeure une instance de concertation qui continue de travailler. Ce qu'on voit à l'écran présentement, il est écrit partenaire. Est-ce que la table des partenaires, c'est bien la table des partenaires que vous parlez? En fait, la nuance à apporter, c'est que la table des partenaires, c'est la table des partenaires UNESCO. Donc, Cathy Gagnon a fait mention tout à l'heure, qui était plus pour superviser l'ensemble de la candidature à l'UNESCO. Ici, dans la petite case partenaire en pointillé, c'est pour venir illustrer qu'en ce moment, pour être capable d'assumer l'ensemble des 3 secteurs d'activité pour la période intérimaire, le ministère a besoin d'aller chercher le soutien de certains partenaires, notamment via la municipalité et la subvention qui leur a été conférée à cet effet-là, pour qu'ils puissent nous aider à réfléchir sur différents aspects, notamment le directeur scientifique qui contribue, entre autres, à réfléchir sur les aspects des volets scientifiques qui vont être développés. Donc, c'est à ces partenaires-là que répare la figure qu'on voit à l'écran présentement. Quelle est la différence entre partenaire et table des partenaires? Bien, ici, le terme partenaire se veut au sens générique là, de partenariat avec des parties prenantes sur le territoire impliquées dans le projet. Alors que la table des partenaires est plutôt la structure qui a été mise en place pour réfléchir à l'échelle intergouvernementale et même plus large pour développer le projet de candidature, notamment en allant chercher des organismes de conservation comme Nature Québec.
Parfait, merci beaucoup. Pour revenir au comité de gouvernance, alors le comité de gouvernance, et j'ai compris l'historique, là, il y a une structure générale et c'est pour se pencher plus particulièrement là, sur la gouvernance. Il proposait de suivre les standards des parcs nationaux du Québec. Donc, comment est-ce que vous avez considéré cette proposition-là, Madame Tremblay? Je vais céder la parole à Madame Motard-Côté. Oui, puis en fait, je pense que je vais céder la parole à Dominique parce que j'étais pas là dans ce temps-là. Monsieur Boisjoli. Bien, en fait, la structure que vous avez vue avec un responsable de la protection, un responsable de la mise en valeur, responsable scientifique, c'est directement inspiré des structures des parcs nationaux. Donc, c'est ce qui était proposé. Puis même la recommandation originale de créer une société de gestion, hein, on le voit ici, là, les parcs nationaux sont gérés par une société d'État dans ce cas-là. Donc, toute la proposition originale du comité gouvernance était inspirée de la structure des parcs nationaux. Puis je dirais même aussi d'une certaine forme de gouvernance des établissements publics français, des parcs régionaux français, ce qui transparaît moins à travers les recommandations, mais qui était l'inspiration d'avoir un conseil d'administration multipartenaire et représentatif des différents paliers de gouvernement. Cette influence-là provenait beaucoup des établissements publics français. Mais tout ça a dérivé en se concrétisant avec la structure bicéphale là, qui vous est proposée avec le MELCC pour la protection versus la société de gestion pour le volet mise en valeur et recherche scientifique. OK. Donc, si je comprends, puis je vais revenir au MFFP tantôt pour que vous nous expliquiez un petit peu là, davantage là, les standards des parcs nationaux. Mais, puis je viens de perdre mon idée. Je compatis. Je suis désolée. Mais ça va revenir assez vite. Oui, par rapport au style de gouvernance, en fait. On a vu, les parcs nationaux là, français dont vous avez fait référence, c'est beaucoup un style plus qu'on appelle de type B là, de l'UICN. Là, donc, c'est pas participatif, partagé. Alors que, puis là, vous avez en fait deux styles de gouvernance. Hein. Ce qui est entré à la conservation, on serait dans un style de gouvernance du gouvernement, là, du type A. Mm-hmm. Puis ensuite, l'autre, vous avez... Ce serait un mode hybride un peu, là. Ça serait, pardon? Un mode hybride entre le type B et le type A, là, parce que la structure de la société de gestion serait plus participative, alors que la structure, le volet protection serait gouvernemental, effectivement. OK. OK, ça me travaille encore, mais ça va, à un moment donné, ça va s'éclaircir. Madame Gagnon? Cathy Gagnon, municipalité. Peut-être un complément d'information, toujours dans la perspective historique. Donc, quand est venu le temps de réfléchir la gouvernance, je pense qu'il y avait une volonté de tous les partenaires de rencontrer les standards du patrimoine mondial. Donc, quand on parle patrimoine mondial, on parle, la phrase clé souvent, c'est site exceptionnel, gestion exceptionnelle. Donc, ça a donné lieu à quelque chose qui est, je pense, un peu inédit au Québec. Donc, les sites naturels du patrimoine mondial au Québec, il y a Miguacha, mais... Donc, on est dans de l'innovation. Donc, il faut garder en tête qu'on est en train de créer quelque chose pour une réserve de biodiversité qui est vraiment liée, et je pense que c'est pour ça aussi que le mandat de consultation ciblée rappelait qu'on est dans le contexte du patrimoine mondial. Donc, on sort des standards de gouvernance. C'est un mode qui est hybride. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à clarifier. Mais ça impose d'essayer d'aller vers quelque chose comme ça. Et c'est difficile de voir le pourquoi de cette demande de cohérence-là. Et moi, pour avoir travaillé à l'UNESCO, je peux vous dire que après ça, il y a des suivis, hein, il y a des rapports périodiques, il y a des rapports de suivi des sites patrimoniaux. Et le patrimoine mondial ne va pas demander à la CEPAC son rapport, puis après ça, ne va pas, si vous me permettez l'expression, se casser la tête sur
qui fait quoi? Eux, ils veulent un répondant, un gestionnaire de site, un point de chute. Et de là, le comité de coordination. Coordonnez-vous entre vous, mais il y a un responsable pour le patrimoine mondial. Donc, de là, la gestion du site du patrimoine mondial et de là, la complexité. Mais je pense que c'est important de rappeler que dans le site du patrimoine mondial, c'est 95% du territoire qui est la réserve de biodiversité. Donc, l'innovation pour le site du patrimoine, c'est 95% qui va être géré de cette façon-là. Donc, vous parlez là, d'un seul interlocuteur avec le patrimoine mondial. C'est le site du patrimoine mondial. Dans le moment, c'est le ministère de l'Environnement. C'est le ministère de l'Environnement. Très bien. Monsieur Thibault, peut-être juste nous parler un petit peu, là, Monsieur Boisjoli a fait référence là, à quelques-uns de vos standards des parcs nationaux. Peut-être nous en expliquer un peu plus. Oui. Alain Thibault, FFP. En fait, il n'y a pas de standard défini là, pour les parcs nationaux. Le ministère délègue l'exploitation des parcs nationaux du Québec méridional à la CEPAC, confie l'exploitation des parcs nationaux du Nunavik à l'administration générale Kativik et définit le mandat qu'il donne à ces organismes-là, donc un mandat de conservation, protection, surveillance, mandat de gestion de l'offre d'activités et services, maintien des actifs, arrimage avec le milieu régional, communication externe. Il appartient à ces organismes-là de décider comment ils vont se structurer pour remplir ces mandats-là. Ça donne que nos exploitants ont des modèles qui se ressemblent, donc avec un directeur, un responsable pour la conservation et l'éducation, un responsable pour le volet infrastructure, un responsable pour le service à la clientèle. Donc, ils n'ont pas réinventé la roue, mais c'est des modèles qui se ressemblent. Alors, on peut parler d'un standard parce que les parcs nationaux ont à peu près tous le même format. Ce n'est pas un standard qui est imposé par le ministère. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question, je crois, M. Oui. Perrault? Ce qui est ironique, c'est que je faisais partie avec Louis Bélanger du comité pour la gestion et la gouvernance. Puis ça a toujours été un casse-tête. Fait que ça fait 2 ans qu'on se casse la tête. Fait que ça bat de tôt. Moi, j'ai juste comme une petite fond des images, vous 1000 mots. Puis souvent, ce qui arrive en Anticosti, c'est que les choses de l'île sont gérées souvent par des gens d'extérieur. Puis, tu sais, peut-être vous donner un exemple, c'est comme si on demandait de gérer le 3e lien à Québec par des gens d'Anticosti. Des fois, c'est un peu l'image que j'ai. C'est comme les gens diraient ça n'a aucun sens. Là, c'est nous qui vivons ici, c'est nous qui sur le territoire. Puis c'est juste que je voudrais que ça dans la réflexion finale du BAP, qu'il y ait vraiment la notion que ça serait bien que les gens de la place soient consultés. On l'est, mais j'ai un exemple concret, la CEPAC. On parlait des camps de gardiens de rivière. Ici, la population est unanime, on veut les garder. Mais on n'a pas on n'a jamais eu un mot à dire là-dessus. C'était toujours une décision qui était prise à Québec, alors que on aurait peut-être aimé pouvoir dire que nous, on aimerait ça les garder puis qu'on croit que ça a une valeur pour nous parce qu'ici, à l'île, un des problèmes, c'est que tout l'historique de l'île a été soit mis en feu, on parle du château, soit démoli, on parle du vieux club, puis tout est toujours laissé à l'abandon, puis ça finit par être désuet au point de ne plus être récupérable. Fait qu'on pense à Carleton, je sais qu'il y a des projets pour ça aussi. Fait que, je ne sais pas si dans l'avenir ou dans la forme que pourrait prendre la gestion, si il ne pourrait pas, puis en plus, je ne sais pas, en plus, le territoire est municipal. Fait que, je me dis, il y a encore une raison de plus pour impliquer les gens de la place dedans, sur au moins donner notre opinion ou donner notre... puis je pense, en tout cas, ce que j'ai dans la tête quand j'ai pensé à ça, je pensais particulièrement au camp de gardiens de rivière. On aurait voulu dire quelque chose et non, on ne peut pas défaire ça, on ne peut pas mettre ça. Puis c'était toutes des décisions prises à Québec par des gens qui n'ont jamais, probablement, des fois, mis les pieds ici, peut-être, je ne sais pas. Fait que c'est ça. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à M. Perrault.
Est-ce que ça va? As-tu des questions? Je continue. Alors, nous avons reçu une question de M. Daniel Vanier que je vais vous lire. Alors, quel budget est prévu par le MELCC et le gouvernement du Québec pour la gestion de la réserve de biodiversité à Anticosti? Et là, je vais continuer Alors, juste attirer votre attention, il va y avoir une énumération. Alors, quel montant sera-t-il attribué au poste budgétaire suivant? Activités de recherche, projet de restauration écologique, activités d'éducation et d'information, par exemple un bulletin d'information annuel, surveillance du territoire et acquisition de données, par exemple mesure des critères de la qualité de l'eau des rivières à saumon. Le gouvernement envisage-t-il la mise en place d'une taxe sur l'hébergement et sur certaines activités de prélèvement de la faune pour financer les différentes activités, opérations et projets liés à la recherche, l'acquisition de données et la restauration écologique des milieux naturels? Alors voilà la question. Si vous voulez, je peux la reprendre petit par petit. Ce ne sera pas nécessaire. Pardon, ce ne sera pas nécessaire. Je vous explique pourquoi. En fait, tout d'abord, je voudrais utiliser mon droit de rectification pour m'auto-rectifier. Tout à l'heure, j'ai mentionné le montant du dernier budget. J'ai dit 4,2 millions sur 5 ans. C'est plutôt 4,4 millions sur 5 ans. Par contre, les postes budgétaires ne sont pas ventilés aux détails qui me permettraient de répondre aux sous-questions. Donc, ces sommes-là vont servir essentiellement à mettre en place l'équipe de gestion du ministère. Par contre, pour le volet peut-être recherche de la question, M. Desrochers a mentionné tout à l'heure qu'il y avait eu une annonce du scientifique en chef pour financer de la recherche anticosti récemment. Il est là. Okay. Peut-être qu'il serait mieux placé là, pour parler des détails de cette annonce-là et qui, vous l'aurez compris, est une annonce gouvernementale, mais qui ne relève pas du ministère de l'Environnement. Mais est-ce qu'il va y avoir un financement durable? Là, vous annoncez là, qu'il y a ce budget-là. Il est pour combien d'années? Est-ce qu'il est renouvelable? Est-ce qu'il y a des ententes? Il est pour 5 ans. Okay. Donc, c'est un cycle budgétaire de 5 ans relié à une demande de mesures budgétaires. Donc, pour l'instant, le financement qui est garanti, c'est celui-là. Par contre, il y a eu des engagements du ministre de l'Environnement lorsqu'il y a des annonces qui ont été faites sur Anticosti d'assurer un financement et des ressources humaines nécessaires à la bonne gestion du site. Okay. Oui, M. Boisjoli? Oui, j'aurais juste peut-être une précision. Les différentes activités auxquelles faisait référence M. Vanier, certaines de ces activités-là sont, comme je l'ai mentionné auparavant, là, finançables via des budgets d'immobilisation, qu'on parle à la restauration de sites, là, par exemple. Donc, ça peut provenir de différents postes budgétaires. Les budgets auxquels faisait référence Mme Tremblay sont plus pour le fonctionnement, les budgets de transfert, des choses comme ça, mais il y a aussi les budgets d'immobilisation qui peuvent servir à l'acquisition de connaissances, restauration, etc. Merci, M. Desrochers. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Spécifiquement par rapport au financement. De la recherche sur Anticosti, oui. Donc, il y a eu une annonce la semaine passée dans le cadre du congrès de l'ACFAS, le scientifique en chef. M. Rémi Crillon a annoncé un soutien financier pour la recherche, pour amorcer des programmes de recherche, soutenir la relève, donc des chercheurs postdoctoraux, des étudiants gradués. Donc, c'est $1 million qui a été annoncé sur 5 ans. Donc, on peut le voir comme un fonds qui va amorcer cette recherche-là. Donc, c'est une première étape, mais je pense qu'il va y avoir moyen de jumeler cette somme-là à d'autres sommes et d'essayer de pérenniser la recherche, le soutien à la recherche sur Anticosti. Très bien. Je me suis aussi inscrit à oui, un complément. exactement. Vous pouvez rester. C'est un complément de réponse pour M. Éric Perrault. Sa première question, là, j'étais quand même, c'est une réponse assez spécifique que j'ai donnée, mais j'aimerais peut-être amener quelques précisions et le contexte général. On parle d'Anticosti comme souvent lorsqu'on parle de la chasse au chevreuil, qu'on est dans un contexte de surabondance. Au niveau de la paléontologie, au niveau des fossiles, on est dans un contexte de surabondance. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs groupes de fossiles. Okay? Par exemple, les brachiopodes, on ne les retrouve pas en millions, mais en milliards. Okay? Donc, il n'y a aucune valeur commerciale lorsqu'on
un collectionneur commercial vient de l'Antiquité. Donc, les fossiles qui ont des valeurs commerciales sont ceux qui sont rares et qui ont une grande beauté. Et j'ai fait allusion aux trilobites et crinoïdes. C'est les deux seuls groupes de fossiles qui ont une valeur commerciale. D'accord? Pourquoi qu'on trouve encore aujourd'hui de ces fossiles sur le marché, même s'ils ont été échantillonnés il y a peut-être 5, 6, 7 ou 8 ans? C'est que c'est très peu de gens, c'est peut-être 2 ou 3 collectionneurs, donc qui vont prendre plusieurs années à préparer, à mettre 30, 40, 50 heures de préparation, puis progressivement mettre ces échantillons sur le marché noir, si on veut, là, ou en vente. Donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, on va en retrouver, même si on a été collectionnés là, il y a quand même un certain temps. Ces fossiles-là vont être souvent achetés par des revendeurs, donc ce qui contribue à être sur le marché pendant encore plus longtemps. Il y a un peu de spéculation, certainement. Donc, je pense que c'est une précision que je voulais faire. Finalement, dans un site comme Antiquity, qui est en contexte de surabondance de fossiles, ben, ce n'est pas le seul site dans le monde. Donc, quand on parlait qu'on pouvait laisser des visiteurs collectionner 5 petits échantillons libres là, de la roche, ça existe ailleurs. Il y a des sites qui sont aussi en contexte de surabondance fossilifère. On a fait vraiment un survol rapide. Donc, dans ces endroits-là, on permet aux visiteurs justement de ramasser un nombre limité de fossiles, y compris dans un site du patrimoine mondial qui est dans le sud de l'Angleterre, dans le canton de Dorset, là, ce qu'on appelle la côte jurassique. La collecte est aussi permise. Donc, ce n'est pas un précédent. Je veux juste m'assurer que ce contexte-là, de la possibilité de collectionner des fossiles à main libre, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel dans un contexte particulier comme celui qui est Antiquity. Ça existe ailleurs dans le monde. D'accord? J'aimerais profiter de votre présence pour aller un petit peu plus loin dans une question qui a été, ou en tout cas une discussion qu'on a eue précédemment par rapport aux amendes ou en fait aux sanctions pénales qu'il pourrait avoir par rapport à la récolte fossile. On évoquait, là, bon, au niveau de la réglementation municipale, la réglementation du ministère de l'Environnement, là, on était autour de 1 000 $ pour une récolte de fossiles. Excusez-moi, M. Boisjoli, vous vouliez préciser? Oui, c'est justement, j'ai demandé un droit de rectification parce que justement, je me suis trompé d'article. C'est l'article 72 et on parle de 5 000 à 500 000 pour une activité qui a été réalisée sans avoir obtenu l'autorisation, ce qui serait le cas là, pour la récolte de fossiles dont je tenais à rectifier. Donc, on parle plutôt de 5 000 $. Est-ce que la valeur du fossile est suffisamment élevée pour que ça vaille la peine d'aller prendre la chance d'avoir une amende de 5 000 $? C'est effectivement un moyen de réduire cette possibilité. C'est assez dissuasif. C'est dissuasif. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Je ne sais pas si ma collègue avait une précision. Donc, vous avez utilisé votre droit de rectification, là, M. Boisjoli, si je comprends bien. Écoutez, on va prendre une pause de 15 minutes. Comme vous me voyez, là, je suis en train de faire le tour de ce qu'il nous reste à aborder. Donc, nous allons prendre une pause de 15 minutes et nous allons vous revenir à 8h30. Merci.
Je suis une petite fille, hein, les petites micro-villages. Attends, les psy. C'est parce que ça doit faire 5 ans. Alors, si vous voulez bien reprendre vos places, s'il vous plaît. Monsieur Lemay, c'est good? Parfait. Alors, merci. Alors, nous avons encore quelques petites questions, là, mais ça ne durera pas 3 heures. Alors, la première, on a parlé beaucoup d'étapes là, par rapport au processus qui est en cours, etc. Est-ce que vous avez un échéancier? Madame Motard-Côté. Madame Motard-Côté? Bien, on a fait des échéanciers qui sont flexibles. Fait que là, on n'en fait plus. Non. Mais c'est sûr que, tu sais, on avait mis des étapes. On voulait, par exemple, là, la mise en place des différents comités dans la structure de gouvernance de l'OSB. En janvier l'année passée, on voyait ça que ça serait fait cet été. Puis là, c'est repoussé un petit peu. Là, il y a les consultations. Donc, on veut attendre de voir ce qui va ressortir pour vraiment commencer à mettre en place ces choses-là. Puis en même temps, il y a toutes les autres priorités de justement commencer la gestion terrain pour mettre en place la surveillance, la signalisation, mettre en place l'équipe de gestion, trouver de l'hébergement. Fait que on a fait une espèce de liste autre de priorités, puis je pense qu'on ne s'aventure plus trop à se donner des échéanciers, mais on commence par ce qu'il faut faire, puis on y va une chose après l'autre. Donc, quand on parle d'équipe de gestion prioritaire, c'est l'équipe de gestion relevant du ministère de l'Environnement pour avoir des gens sur place le plus rapidement possible pour assurer les missions de protection. En jonglant avec les contraintes qu'on mentionnait tout à l'heure, d'infrastructures, de loger des personnes, de doter les gens d'espaces de bureau, etc. On parle de quelques années en termes d'ordre de grandeur, là, en termes de... Pourquoi spécifiquement, par exemple? Bien, par rapport à la mise en place là, de la réserve elle-même et de sa structure. Donc là, j'imagine que vous allez attendre le rapport du PAP. Vous allez, si j'ai bien compris, là, juste pour résumer, il va y avoir des consultations interministérielles. On sait qu'il y a l'UNESCO qui est il y a également des délais là, qui viennent avec l'inscription du patrimoine mondial. J'ai lu que ça devrait arriver vers les 2023, là, une réponse. Mm-hmm. Donc, vous, là, pour la réserve de biodiversité, là, elle était projetée. On tient des séances pour un statut permanent. C'est quoi en termes de temps? Il y a 2 processus parallèles. Il y a le processus qui va mener à la dotation d'un statut permanent de réserve de biodiversité. Ça, il y a un échéancier sur lequel M. Boisjoli pourra revenir. En parallèle à ça, il y a la mise en place de la gestion. Donc, on travaille toujours avec un échéancier où on espère avoir des gens en place pour l'équipe de protection dès cet été. OK. Puis après ça, bien là, ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est d'avoir une équipe qui soit fonctionnelle et évolutive pour voguer tranquillement vers la structure de gouvernance permanente qui implique la création de l'OSBL. C'est cet élément-là sur lequel, si on est capable d'aller de l'avant pour arriver à un échéancier qui se rapprocherait de la création de l'éventuelle confirmation du statut de l'UNESCO, tant mieux. Mais ça se pourrait qu'on soit dans une structure qui évolue de façon progressive vers ça sur un échéancier qui pourrait prendre 1 an ou 2. Merci. Monsieur Boisjoli? Oui, merci. Pour la création de la réserve de biodiversité permanente, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Les négociations interministérielles pour les limites finales. De ce que je comprends, là, des propositions qui ont été faites,
ne semble pas avoir d'enjeu majeur au plan de la foresterie, par exemple, parce qu'on parle de vallées, de rivières. Donc, ce sont des milieux peu accessibles à la foresterie. J'ai l'espoir que les négociations interministérielles ne seront pas trop longues. L'autre élément, c'est la réglementation, l'adoption de la réglementation à la réserve. En fait, avec la nouvelle loi, il y a une réglementation générale pour l'ensemble des réserves de biodiversité qui doit être adoptée. Ça, bien sûr, ça dépend du calendrier législatif, mais on vise l'hiver 2023 pour l'adoption de ce règlement général-là. Et en même temps, il pourrait y avoir un règlement spécifique adopté pour Anticosti, un règlement particulier, notamment concernant la cueillette de fossiles, qui est un peu l'exception qui est de la réserve de biodiversité Anticosti. Donc, c'est les deux un peu inconnus, mais on espère que si 2023, ça soit permanentisé. Merci. Je vais vous lire maintenant une question de M. Nick Malouin. Donc, dans la réserve de biodiversité projetée d'Anticosti, il y a un périmètre d'1 kilomètre tout le tour de l'île. Dans ce périmètre, la zone urbaine de Port-Meunier a été retirée, mais il y a plusieurs terrains privés qui font toujours partie de cette zone, notamment à Rivière-au-Canard, à la Petite-Rivière et à la baie des Trois-Ruisseaux. Est-ce que la réserve de biodiversité d'Anticosti pourrait avoir des répercussions ou des contraintes présentes au futur pour les propriétaires de ces terrains? Je vais céder la parole à M. Boisjoli. En fait, tous les terrains privés ont été exclus de la réserve de biodiversité pour la simple et bonne raison que le statut de réserve de biodiversité s'applique uniquement en terre publique. Donc, si jamais il y a des terrains qui n'ont pas été exclus, c'est parce qu'on n'avait pas connaissance dans les outils géomatiques, mais le statut ne s'applique pas légalement sur ces territoires-là et ça sera ajusté. Mais selon les données qu'on en a à disposition, et d'ailleurs, ça transparaît dans le document qu'on vous a déposé aujourd'hui, tous les terrains privés ont été exclus. Il parlait, par exemple, de travaux d'aménagement, d'installation, de systèmes septiques, etc. Là, il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Bien, tant que ça ne déborde pas l'emprise du terrain privé, non. C'est sûr que si ça déborde dans les terres du domaine de l'État qui sont dans la réserve de biodiversité, là, oui, les travaux seraient soumis au régime d'autorisation qu'on vous a fait part dans le tableau présenté précédemment. Très bien, merci. Je vais me tourner vers la municipalité. Monsieur Gravel, vous nous avez mentionné qu'il y a un projet de sentier de grande randonnée qui fera tout le tour de l'île. Il n'y a pas un projet de sentier de randonnée qui va tout faire le tour de l'île? Oui, mais plus maintenant, en fait. C'est juste que je pensais que c'était moi qui l'avais dit, mais je ne pense pas que j'ai dit ça dans les 2 derniers jours. En fait, vous avez raison, Mme la Présidente, il y avait un projet de grande randonnée qui a été porté par l'administration municipale dans les 3 ou 4 dernières années, qui a avancé sommairement. Par contre, là, à la lumière de l'ampleur de ce projet-là, qui était louable, mais peut-être moins viable là, du fait que l'ampleur du projet, justement. Donc, présentement, l'orientation que le conseil municipal s'est donnée et sur laquelle on planche concrètement, c'est un partenariat avec Rando Québec, parce qu'on parlait des experts tantôt qui nous avaient dit, qui étaient venus un peu nous conseiller, puis vous allez avoir ça dans le rapport qu'on a déposé notamment, de plus se concentrer sur de la randonnée pédestre et non pas le concept de grande randonnée. C'est de la randonnée pédestre, mais d'un autre type avec une clientèle très ciblée. Et puis, toute la question de responsabilité aussi. Quand on fait un sentier quelque part, on en est responsable de l'entretenir et aussi de la sécurité qui doit se passer. On revient vers le périmètre urbain, en fait, dans l'Ouest, justement. Donc, il y avait déjà eu un projet qui s'appelait les Sentiers de l'Ouest. On va refaire l'inventaire, on va s'assurer de refaire les aménagements pour offrir un produit de randonnée pédestre, mais un peu plus modeste que le tour de l'île au complet pour l'instant. Donc, on va faire une boucle là, autour dans l'Ouest. Je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup. J'en profite de votre réponse, M. Gravel, pour enchaîner sur des éléments touristiques, développement touristique. On l'a évoqué précédemment également. Je voulais savoir, la Commission a eu connaissance de la stratégie de tourisme qui a été développée, dans laquelle, évidemment, s'insère la promotion de la réserve de biodiversité et aussi du site de patrimoine mondial de l'UNESCO.
Je voulais savoir de quelle façon le comité de pilotage de la stratégie de tourisme et les comités que vous nous avez présentés assez clairement tout à l'heure, Mme Gagnon, ont interagi entre eux pour intégrer à la fois les statuts de protection avec le développement touristique prévu ou voulu par la municipalité. Je vais laisser Kelsey répondre parce qu'il était là à ce moment-là lors de la conception de la stratégie touristique. En fait, je suis arrivée dans le dossier en 2019, donc j'ai chevauché cet exercice-là. La stratégie de tourisme a eu sa propre démarche de concertation, de préparation, de réflexion. Il faudrait regarder la composition des membres du comité à ce moment-là pour la stratégie de tourisme qui a travaillé avec le ministère. Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, je pourrais vous déposer un document qui, je crois, sera intéressant pour vous. C'est l'annexe 5 de la proposition d'inscription d'Anticosti qui porte sur engagement et concertation. Donc, c'est plus vague que la réserve de biodiversité, là. Donc, ça englobe un peu trop, mais je pense que vous allez retrouver qu'est-ce qu'il y a pu y avoir à ce moment-là dans la stratégie de tourisme. Et c'est spécifique au développement touristique prévu ou voulu? La stratégie de tourisme explique la démarche pour la stratégie de tourisme, donc le développement touristique, entre autres. Mais la stratégie de tourisme, de ce que j'en ai compris, est une réflexion sur le tourisme à mettre dans le cadre de la proposition d'inscription. Par contre, le développement dont M. Gravel, auquel M. Gravel fait référence, n'était pas encore sur la table à ce moment-là. Donc, Et si je peux reprendre le micro, M. le commissaire, oui, juste pour compléter un petit peu, pour faire une analogie avec la stratégie qui a été déposée en août 2020, qui avait été proposée justement au ministère du Tourisme et à la ministre, qui nous a permis d'avoir un financement temporaire pour financer justement les initiatives pour essayer de mettre en œuvre. C'est une stratégie en tourisme, ce n'est pas un plan d'action. C'était vraiment, là, on va dire, un état des lieux puis une vision à plus long terme. Le défi de tous ces beaux dossiers-là qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est un peu beaucoup ça, c'est la mise en œuvre, comment passer du papier, de l'idée à l'action puis à la mise en œuvre. On est rendu là. Donc, ce dont on a parlé hier par rapport à la stratégie de tourisme et au plan de développement maintenant, on est rendu là au niveau de la municipalité. Donc, on a mis des gens, on a fait des énoncés de volonté, puis maintenant, on est rendu un petit peu plus loin. On va se référer à la stratégie à un moment donné, là. On va retourner voir d'où on venait, mais on n'est pas beaucoup de monde, comme on le dit depuis tantôt. On y va comme on peut. Il faut garder le phare un petit peu, là, mais ça reste des éléments de départ duquel donne des impulsions. Et puis, on va aussi là pour, en essayant de convaincre les gens du bien fondé, du potentiel d'accueil et du potentiel touristique de l'île d'Anticosti. Donc, de la stratégie de tourisme, est-ce qu'il y a un plan de développement qui est en voie d'être fait ou qui est fait? Il y a un plan de développement qui a été déposé au cabinet de la ministre du Tourisme qui est depuis quelques semaines à peine, 2-3 semaines, pour effectivement obtenir un financement pour permettre de faire en 3 phases. Là, il y a 5 phases, mais on parle des 3 prochaines phases dans les 2 prochaines années. On est en attente du ministère du Tourisme. Est-ce que vous pouvez déposer ce plan de développement-là à la commission? On peut sûrement faire ça. Oui, en fait, c'est parce qu'il n'est pas déposé encore nulle part. Là. Même on l'a déposé au conseil municipal. Okay. Il y a c'est pas document public encore, effectivement. Donc, il n'y a rien de très dangereux dans ce plan-là, mais c'est des éléments stratégiques. Je comprends. Non, c'est pas rendu public encore. Donc, dans le plan de développement, maintenant, la mise en œuvre que vous avez évoquée, je vais aller vers là. On revient à une question qu'on a évoquée précédemment. Là, on embarque dans le tourisme, mais avec encore cette réalité-là du milieu qu'on a évoqué où on a besoin de ressources. Donc, comment on va chercher des ressources pour intégrer finalement ce produit-là ou cette promotion-là plutôt, qui est le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, pour maintenant le mettre en œuvre, le développer au niveau touristique? C'est une très bonne question. Puis je vais essayer d'utiliser une analogie pour vous répondre du mieux
que je peux. C'est un peu comme quand on fait un casse-tête. Un casse-tête, on a l'image finale, là, mais il faut se donner une stratégie pour pour le faire, le casse-tête. On gère tout un casse-tête, vous l'avez évoqué. On ne peut pas se permettre de ne pas faire certaines parties du casse-tête parce que la question touristique, elle est évidente. On voit ce qui s'en vient. Il y a une demande déjà. Il y a le potentiel. Il y a des gens qui sont intéressés à venir. Il y a des gens qui sont intéressés à venir développer ce volet-là. Donc, nous, à la municipalité, bien, on le voit, et on en profite, on va dire ça comme ça. Et il faut se préparer parce que quand le site va être là, la demande est déjà là. Et la pression, elle l'est. Donc, on se sent un peu obligé. Mais évidemment, c'est pour le bien de l'île d'Anticosti et des Anticostiens. Et c'est l'orientation du conseil municipal, c'est justement de faire ce développement-là au bénéfice des Anticostiennes et des Anticostiens, ce qui est un peu ce qui est intéressant comme orientation parce que, bon, il y a une prise en charge locale de son développement. Donc, c'est comme ça qu'on s'enligne, mais effectivement, toutes les pièces du casse-tête, honnêtement, on ne les a pas toutes encore. Et le défi, c'est de les remettre un petit peu une à une et d'avoir, mais on a la vision d'ensemble. Une des orientations ou des recommandations qu'on fait dans notre mémoire, vous allez peut-être la voir un petit peu avec mon histoire de casse-tête. Quand on parle d'un comité interministériel, d'avoir tous les acteurs, c'est à tous les niveaux. Donc, on a besoin d'avoir toutes les ressources possibles et tous les programmes. Donc, au lieu d'aller les chercher, nous, un à un, pour qu'il y ait une vision gouvernementale de comment agir, comment le gouvernement doit agir sur le territoire des Landes-Costi dans un horizon assez court de quelques années. On a besoin de cette coordination interministérielle-là pour être capable d'y arriver et d'avoir toutes les pièces du puzzle au moment où on aura besoin de les mettre. Et par rapport au plan de développement touristique, quand on évoquait la société de gestion tout à l'heure, est-ce que c'est une des pièces de votre casse-tête, justement? Oui, effectivement, parce que la société de gestion, on parle de la mise en valeur. Donc, on a eu un centre d'interprétation, on a fait un plan d'interprétation, qui est une exigence, qui était une exigence pour la candidature. C'est un peu la résultante ou la conséquence ou le symptôme, si on peut dire, le tourisme. Ils vont venir voir, ils vont vouloir venir. Donc, l'accueil, l'hébergement, puis ils vont venir voir les fossiles, mais quand ils vont en avoir ramassé 5, ça prend 5 minutes de ramasser 5 fossiles ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire le restant du temps? Il va falloir les animer, il va falloir faire d'autres choses. Il va falloir du canot, il va falloir aller voir les chevreuils. Donc, toute cette industrie-là, que je ne connais pas particulièrement, mais il y a des experts qui la connaissent bien. Donc, c'est tout ce qui va s'articuler autour de la mise en valeur du bien, mais aussi des activités qui sont traditionnelles ici à l'île et qui peuvent se développer si ça n'existe pas. Et la responsabilité du tourisme qui relève de la municipalité, comme vous nous l'avez dit, comment peut-elle partager ou veut-elle partager cette responsabilité-là avec la société de gestion? En fait, il n'y a pas la société de gestion, je ne pense pas elle va faire au niveau de la mise en valeur, là, ça va être au niveau de l'interprétation de la vue, essentiellement. Donc, avec le centre d'interprétation, j'ai toujours le terme anglais, les édifices remote, là, les stations satellites. Je ne sais pas pourquoi je l'oublie toujours. Donc, les stations satellites, c'est un attrait en soi. Donc, la société de gestion va s'occuper de cet aspect-là. Et du centre d'interprétation, il y aura probablement, dans les visées, il y aura un volet culturel aussi au centre d'interprétation, un volet culturel de l'île d'Anticosti, non pas juste le volet géologique. Bon, ça va être une offre, une activité qui prendra une journée, peut-être 2 à visiter, mais bon, le restant de la semaine, qu'est-ce qui va se faire? C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de... Je vous dirais que ça se fait un petit peu en parallèle, présentement. C'est incarné, justement, la municipalité porte un petit peu les deux et ça va se rejoindre à un moment donné. C'est l'objectif. Madame Gagnon, pour un complément d'information. Oui, Cathy Gagnon, municipalité. Donc, je pense que c'est important de distinguer, encore une fois, qu'est-ce qui est site du patrimoine mondial et qu'est-ce qui est autres activités connexes sur le territoire. Donc, le site du patrimoine mondial, on s'attend d'un site du patrimoine mondial qui ait une mise en valeur. Et la mise en valeur, elle doit se concentrer sur ce qui a permis l'inscription du site au patrimoine mondial. Donc, dans notre cas, la valeur universelle exceptionnelle, concentrée sur les fossiles et la biodiversité. Donc, je reviens, 95% dans le fond de la mise en valeur du site du patrimoine mondial, c'est la réserve de biodiversité.
Il y a évidemment après ça, à part responsabilité de la municipalité, tout ce qui va toucher le territoire, les activités connexes, le récréo touristique, donc ce qui est le plan de développement de la municipalité. Mais quand on parle du site du patrimoine, ça va être la réserve de biodiversité, ça va être les activités du parc national et ça va être le centre d'interprétation. Donc, l'OBNL, la société de gestion, doit avoir comme responsabilité la vision globale du site du patrimoine. Elle n'aura pas la responsabilité de l'île, mais vraiment du site du patrimoine. Évidemment, il faut que ça se parle. Et de là, la pertinence de la municipalité, par exemple, sur le conseil d'administration de l'OBNL. Moi, vous venez de me perdre parce que l'OBNL, si j'ai bien compris... C'est la société de gestion. C'est juste, ça va être un OBNL. Oui, mais j'ai compris que c'était pour seulement que les réserves de biodiversité et les réserves écologiques et non pour tout le site. Est-ce exact? Oui. Oui. Peut-être juste une petite nuance à ce que Mme Gagnon vient de dire, c'est pas pour l'ensemble du site, mais pour la portion du site qui est dans la réserve de biodiversité. Merci pour le correctif, effectivement. Oui, non, c'était parce que là... C'est important, c'est important. Les mots doivent être précis. Désolée pour l'imprécision. Non. Mais j'utilise OBNL parce que la forme de société de gestion aussi. Utiliser OBNL, c'était pas ça, c'était plus par rapport à qui elle relevait. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Morisseau? Non, merci, Mme Gagnon, M. Gravel. Est-ce qu'il y a quiconque qui aimerait intervenir auprès de la commission? Sinon, je vais fermer le registre. Donc, je ferme le registre. Alors, le registre est fermé, Mme Lavoie. Alors, ceci clôt officiellement les séances publiques de la consultation ciblée. La commission constate que des informations complémentaires sont entendues pour répondre à des questions. Elle compte les recevoir au plus tard dans les 48 prochaines heures. Ces renseignements seront rendus aussitôt publics. Les questions et les réponses ainsi que les nouveaux documents obtenus seront déposés officiellement et rendus publics. Ils seront accessibles dans le site web du BAP et à la municipalité de l'île d'Anticosti. La date limite pour faire un dépôt ou un complément de mémoire, vous avez jusqu'au 24 mai à 16 heures pour effectuer le dépôt de votre mémoire ou complément de mémoire. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les documents déposés et les transcriptions dans le site web du BAP ainsi qu'à la municipalité de l'île d'Anticosti. Je rajouterai également que si vous voulez réécouter les séances, les enregistrements, merci, vont être disponibles au cours des prochains jours dans le site web. Ce centre de documentation à l'île d'Anticosti demeurera ouvert tout au long du mandat de la commission et même un mois après la sortie publique du rapport du BAP. Également, le BAP s'est donné une déclaration de service aux citoyens et met à votre disposition un sondage afin d'évaluer la qualité de nos services pour répondre à vos besoins. Nous demeurons toujours à l'affût des meilleurs moyens pour vous joindre et vous faire participer. Alors, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Je vous remercie à l'avance de bien vouloir le remplir sur place et le remettre à l'accueil. Les personnes désirant exercer leur droit de rectification par écrit auront jusqu'au 3 juin prochain, 8h30 pour le faire. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter ce délai, veuillez en faire part à Mme Anne-Marie Gagné, coordonnatrice de la commission. À défaut de quoi, la commission pourrait décider de ne pas accepter votre rectification. Nous voulons vous rappeler à quoi sert le droit de rectification. Donc, ce n'est pas pour débattre des opinions, mais bien pour faire une correction quant à une inexactitude ou un fait. Pour terminer, je remercie la porte-parole de l'initiateur du projet, Mme Tremblay et son équipe, donc Mme Motard-Côté et M. Boisjoli, de même que les personnes ressources, donc Mme Gilbert de la CEPAC, M. Thibault du MFFP, Mme Cathy Gagnon de la municipalité de l'île d'Anticosti et M. Mathieu Gravel. Merci. Pour toute l'information que vous nous avez fournie au cours des séances publiques.
Merci aux participants d'avoir posé des questions et de donner vos opinions dans le cadre de ce projet, ce qui nous a permis d'approfondir plusieurs facettes. Enfin, je remercie les gens de la technique, la sténotypie, de même que l'équipe de la commission d'enquête. Et je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée.